Et j'ai dit à cet être-là qui était là, je dis, je vais taper des mains, et quand je vais taper des mains, tu vas partir. Tu vas quitter ma maison, tu vas quitter mon jardin, tu vas pas venir sur mes enfants, tu vas pas venir sur moi, tu vas partir. Je sais pas où, mais tu restes pas là, tu es chez moi et tu ne restes pas là. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Et si notre bien-être dépendait aussi de notre habitat ? Après tout, ce sont nos maisons et nos appartements qui nous abritent, physiquement et aussi symboliquement. Mon invité du jour, Hervé Pondevie, est géobiologue. Sa mission, nettoyer énergétiquement nos intérieurs. Ses interventions vont de la recherche d'une source avec la fameuse baguette de sourcier jusqu'à la purification de maisons hantées. Oui, on va parler de maisons hantées et pas seulement celles que l'on voit dans les films. Ça paraît dingue et pourtant, à travers tous les exemples qu'Hervé nous donne, on est obligé de se questionner. Lui aussi, Hervé s'est questionné. Pourquoi enfant avait-il des amis imaginaires que lui seul voyait ? Et comment, à l'âge adulte, alors qu'il avait mis de côté ce monde invisible, tout lui est revenu ? Bienvenue dans un épisode barré mais terre à terre, drôle mais flippant, mais surtout un épisode fascinant. Avec Hervé, on va parler d'une enfance bercée par le monde invisible, d'un métier de commercial complètement dans la matière, d'une présence inquiétante dans une maison et de conventions que l'on peut faire avec là-haut. Bonjour Hervé et bienvenue dans La Petite Voix. Merci Herveline. Écoute, je t'en prie, ça me fait très plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Hervé Pondevie, je suis géobiologue, j'ai 50 ans. Et j'exerce sur Généton, en Loire-Atlantique. Hervé, déjà, je voulais te dire, moi je suis hyper contente puisque tu es ma première interview en présentiel depuis plus de 2 ans. Comme la plupart des auditeurs le savent, j'étais en Nouvelle-Zélande il y a encore quelques semaines. Et là, ça y est, je reprends les interviews, donc c'est vraiment hyper agréable. Donc merci de te prêter au jeu des interviews en présentiel pour le retour de La Petite Voix. Alors Hervé, tu es donc, tu nous l'as dit, géobiologue. Tu nous expliqueras un petit peu plus de quoi il s'agit, mais en gros, tu nettoies les maisons. Exactement ça, oui. Dans le sens énergétique, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on devient géobiologue. Parce que j'imagine, tu t'es pas levé un matin enfant en disant « quand je serai grand, je serai géobiologue ». Tout ça vient de l'enfance en fait. L'histoire, c'est que j'ai toujours eu l'impression de ressentir des personnes à côté de moi. Je pourrais pas les identifier comme des personnes, enfin comme telles, mais en tout cas comme des présences qui sont là, sans expliquer pourquoi. Et j'avais beaucoup de cette croyance qui disait si tu demandes, tu as. Alors souvent je demandais et j'avais. Alors j'ai un petit peu mis en place une collaboration avec ces êtres-là pour pouvoir avancer dans la vie et demander et avoir. Et tout ça c'est très bien quand ça se passe la journée, mais quand ça se passe la nuit et qu'on sent qu'il y a des choses qui se passent, voire on a l'impression de sentir des choses qui bougent dans une maison, ça nous met nettement moins en sécurité. Et donc du coup là on touche quelque chose qui est un petit peu plus sombre vis-à-vis de ce qu'on appelle l'invisible en fait, on va dire ça comme ça. Tu expliques que tu as passé des deals, entre guillemets, avec des guides. Dans ta tête d'enfant, c'était comme ça que ça se passait ? Et quel genre de deal est-ce que tu passais avec eux ?
Alors, dans ma tête d'enfant, c'était vraiment à la notion d'enfant. C'est-à-dire que, je donne un exemple, une fois je les ai remerciés parce que quand ils jouaient avec moi, je gagnais toujours les parties de combat. Alors, je trouvais ça formidable. Quand je jouais aux petits soldats, par exemple, c'est toujours moi qui gagnais. Alors, je trouvais ça vraiment super. Et au début, ça a commencé comme ça, en fait. Le fait de voir des êtres en blanc à côté de moi et de pouvoir leur exprimer ce que j'avais à leur dire, ça a été le début de cette notion d'invisible, en fait. Ce que je comprends, c'est que tu les voyais. C'était pas juste une présence que tu ressentais et tu pouvais imaginer qu'il y avait ces gens-là autour de toi. C'est qu'en fait, physiquement, réellement, ils étaient là. En tout cas, toi, tu les voyais. Exactement, oui. Ah oui. C'était cette notion de voir quelque chose de blanc, de clair en tout cas, on va dire ça comme ça, qui était présent à côté. Et pour moi, c'était quelque chose de commun, quoi. Après, je pouvais rentrer dans une maison et sentir une présence aussi. C'était encore un petit peu différent. Alors, tu dis, pour toi, en tant qu'enfant, tout ça était absolument normal. Ben oui, parce que tu étais livré comme ça, donc c'était ton environnement naturel. Mais comment réagissaient tes parents quand tu leur disais, tiens, j'ai joué et j'ai gagné avec mes copains en blanc, là? Je crois qu'ils n'ont jamais su, tout simplement. En fait, c'est comme s'ils étaient là quand il y avait personne. C'est pour ça, quelquefois, se retrouver le soir seul dans sa chambre, avec la sensation d'avoir des choses qui bougent dans sa chambre. On est sur d'autres niveaux. D'un côté, la chose blanche paraît bien, gentille, on va dire ça comme ça, et la chose noire paraît moins sympa. Et c'est vrai que ça arrive quand on est tout seul, et notamment tout seul dans sa chambre. Par exemple, moi, tout petit, et même jusqu'à très très longtemps, je n'avais ni la tête, ni les pieds, ni les mains qui sortaient du lit. Je dormais avec mes couvertures sur moi, mais jusqu'en haut. Et comment t'expliques que tu n'arrivais pas à parler à tes parents de ces présences-là? Parce qu'en fait, c'était ton monde d'enfant à toi dans ta tête? Ou est-ce qu'il y avait autre chose, même les formes qui te faisaient peur? Pourquoi ne pas leur en parler? Pour moi, c'était quelque chose de normal. Puis je crois que je me suis jamais posé la question d'en parler à qui que ce soit. C'est-à-dire que quand c'est la normalité, on se pose pas la question de est-ce que c'est normal ou pas. Pour moi, ça fonctionnait comme ça. J'avais pas peur d'en parler, mais j'avais pas besoin d'aller en parler non plus. Du coup, tu vis une enfance qui a l'air plutôt heureuse avec tes copains de la journée et ceux un peu moins sympas de la nuit. Comment tu as grandi avec ça, du coup, en étant adolescent et jeune adulte? Est-ce que tu étais toujours accompagné et bien accompagné? On perd un peu tout ça. Vers 11, 12, 13 ans, on est plus préoccupé par le côté matériel que par le côté énergétique. Et donc, tout ce qui est immatériel, en fait, disparaît un peu de notre environnement. Pas la nuit, toujours, ça c'était OK. Pas le fait de leur parler, c'est ce qui me paraissait normal, ce que j'avais toujours fait, donc ça je le faisais encore, ça c'était OK aussi. Mais je voyais plus, je sollicitais moins, je posais moins de questions, il y avait moins d'échanges avec ces êtres-là. On perd un peu de vue tout ça. Et finalement, on le perd pas complètement, parce qu'il reste toujours quelques réflexes. Ensuite, tout ça est revenu, mais beaucoup plus tard, vers une trentaine d'années, et tout ça s'est développé après, en fait. Pour finir quand même sur l'enfance, l'adolescence, est-ce que tu associais tout ça à une forme de spiritualité, je sais pas, une confiance en la vie, etc. Ou juste, c'était tes copains de lumière et puis les copains moins sympas de nuit? Il n'y avait rien de spirituel pour moi, parce que c'était quelque chose de normal. C'était pas non plus lié à la religion. Et puis, tout ce qui est films étranges, horreur, etc., etc. Moi, j'étais absolument pas tiré par ça. Et pour une raison simple, c'est que j'avais la conviction que ça pouvait se passer. Donc moi, ça me faisait absolument pas rire. Tu avais quand même cette conscience-là, de cet ailleurs, de ce là-haut, voilà. Oui, en fait, d'une puissance autre, en fait, à utiliser soit du bon côté, soit du moins bon côté. J'étais vraiment persuadé que c'était là, en fait. Tu nous as laissé entendre qu'en fait, à l'adolescence, tu as un peu mis de côté, pas complètement, mais en partie. Donc, tes études, elles t'ont emmené dans un monde qui n'était pas du tout celui de la géobiologie, on est d'accord? On est super d'accord. J'ai fait un BTS et puis après j'ai fait un master de directeur commercial, vente et marketing. Après j'ai eu différents jobs. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats d'experts comptables. Je m'occupais de toute l'intendance, toute la gestion du consommable et du matériel. Et puis ensuite j'ai fait plus d'une dizaine d'années en tant que délégué médical. Je présentais des médicaments aux médecins. Véritablement, là, on était dans le côté matériel. Et puis, la vie de famille. J'ai 3 enfants maintenant, j'en avais 2 à l'époque, mariés, la maison, etc., etc., etc. Moi, je quitte jamais le côté matériel. Vraiment, je garde la tête sur les épaules, il n'y a aucun problème là-dessus.
Les études et le travail sont vraiment le côté matière de la terre, en fait, quoi. Et cette vie que tu as eue là, entre 20 et 30 ans, c'était une vie ancrée dans le matériel. Est-ce que tu étais heureux dans cette vie-là ? La pression monte. Il y a eu des très bonnes choses, des très bons moments. Mais j'étais toujours en contact avec là-haut parce que, en tant que délégué médical, à l'époque où moi j'ai commencé, il n'y avait pas les GPS, par exemple. Alors on avait les cartes, sauf que quand vous arrivez une petite commune, vous ne connaissez pas le lieu et vous ne savez pas où habite le médecin en question, je leur disais, lorsque j'arrivais dans le village, « Ok, là-haut, montrez-moi le chemin ». J'envoyais ça, donc on était et dans la matière et je demandais à l'invisible. Ok, là on fait le lien entre les deux. Et ça me disait, ok, tourne là, à droite. Ok, je tournais à droite. C'est comme si ça me disait, il faut passer là. Et je dis, non, mais il n'y a rien, c'est la campagne, quoi. Enfin... Et comme il y avait des voitures de garées, je me suis dit, je vais quand même aller voir la maison s'il y a une plaque, parce qu'il n'y avait pas de plaque, en fait, apparente en tout cas. Et j'y suis allé et le médecin était bien là. C'était mon invisible dans ma vie professionnelle. Et c'est comme ça que je peux dire que j'ai jamais perdu le fil de ce côté invisible, même dans la matière. C'était un outil supplémentaire. Est-ce que malgré tout, ton job de l'époque, les 2 postes là dont tu nous as parlé, à la fois d'intendance et de délégué médical, est-ce que ça t'épanouissait ? Tu te sentais complètement aligné dans ton job ou est-ce que ça coinçait quand même un petit peu ? Moi, ce que j'aimais, c'était le côté humain. Alors, effectivement, j'étais un peu coincé. J'avais essayé de développer quelque chose qui m'intéressait dans mon travail parce qu'à côté de ça, être dans, on va dire, lutte commerciale, c'était quelque chose qui était pour moi insupportable parce que c'était pas fluide, c'est pas quelque chose qui roulait en soi. Et du coup, ça, c'était plutôt compliqué à gérer, en fait. C'est plus là qu'était le malaise, en fait, dans le travail. Et du coup, si le malaise était là, est-ce que la prise de conscience et la bascule vers le métier de géobiologue dont tu vas nous parler est venue de là ? J'avais besoin d'être aligné à titre personnel. Si je faisais ce métier-là, il fallait qu'il y ait une vraie raison, un vrai objectif quelque part. C'était le côté humain. On ne pouvait pas enlever le côté commercial parce que c'était le travail. Mais j'avais décidé de développer autre chose. Et donc, voilà. J'ai pas quitté ce travail-là à cause de ça, pour être géobiologue. Simplement, on dit dans l'énergétique qu'à 42 ans, si on n'est pas à notre place, l'univers, il nous met à notre place. Et plus je vais résister, plus l'univers, il va nous aider à nous mettre à notre place en passant par le côté inconfort de la chose. Et là, le côté inconfort, ça a été un plan social. Et comme je ne savais pas encore, parce que pour faire là où on est bien, pour être et pour se développer là où on est bien, il faut aussi que les éléments de là-haut soient réunis. Et puis, du coup, j'ai rencontré ma chérie, qui était dans l'énergétique et dans le bien-être, à qui j'ai raconté une anecdote. Ça a vraiment, du coup, été mon réveil, en fait, en tant qu'énergéticien, on va dire ça comme ça. En fait, la nuit, j'avais envie d'aller aux toilettes et je me suis dit, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un devant ma porte et je me suis dit, si je sors de ma chambre, ça va me sauter dessus. Donc, je ne savais pas quoi à l'époque. Donc, je n'y vais pas. Je dis, c'est pas bon, je peux pas y aller. J'attendrai demain matin, mais là, c'est vraiment pas le moment, je peux pas y aller. Le lendemain matin, il faisait jour, donc je sors de ma chambre. Et ces choses-là sont toujours plus faciles à aborder quand il fait jour. Et effectivement, je sens tout de suite où est cette, on va dire, énergie en question. Donc je regarde de l'autre côté et puis je balaye mon palier avec les yeux et je fais le tour comme ça. Et effectivement, je vois quelque chose à gauche du palier. Je décide d'aller rencontrer cette énergie et je m'approche de cette énergie et donc je mets les mains. Autant on peut mettre les mains dans du vide et donc on a les mains qui se baladent tout simplement. Et là, plus j'approchais de cette énergie et plus c'était dense jusqu'à avoir cette sensation de toucher en fait cette chose-là. Je lui ai juste demandé de partir et donc j'ai décidé de taper des mains et j'ai dit à cet être-là qui était là, je dis, je vais taper des mains et quand je vais taper des mains, tu vas partir. Et donc j'ai compté 1, 2, 3. J'ai tapé des mains très fort, ça a résonné dans la maison très très fort. Et la densité que je sentais de cet être-là, non, je le voyais plus déjà d'une, et la densité que je sentais, mes mains, elles partaient à nouveau, donc il n'y avait plus rien devant moi. Et du coup, quand j'ai rencontré ma chérie, je lui ai raconté cette anecdote-là, et elle étant dans l'énergétique et dans le spirituel depuis quelques années, un peu avant moi, eh bien, elle m'a dit « Ah, eh ben, tu sais que c'est un métier, ça s'appelle géobiologue. » C'est nettoyer énergétiquement les maisons de ce qui ne va pas pour les rendre plus saines et plus habitables, etc., etc., etc.
Et donc, mon parcours suivant, ça a été de m'inscrire à des formations de géobiologue qui correspondaient tout à fait à ce que je faisais parce que déjà, je voyais... Alors, dans les formations, il fallait essayer de voir, enfin, si on pouvait. Il fallait toucher, moi, avec mes mains, je les touchais déjà. Donc, je sentais, je les voyais, je les touchais. Donc là, j'avais tout. Et donc, c'était quelque chose de vraiment, pour moi... commun de faire ça, et on était du coup dans la facilité. Tout à l'heure, je disais par rapport au niveau professionnel, c'était dans la force, alors que là, c'était quelque chose qui était tellement naturel pour moi que ça me demandait même pas d'effort de faire ceci, quoi. En fait, on sent dans le récit que dès le départ, tu as été en maîtrise du truc et tu as su exactement quoi faire, comment faire, et en plus... tu as eu les outils pour, c'est-à-dire que tu as vu, tu as pu toucher. Est-ce que toi, sur le moment, tu te dis, tiens, c'est incroyable, je vois, je touche, et en plus, je trouve la bonne convention pour que cette entité arrête de squatter mon palier? Oui et non, c'est-à-dire que comme j'avais toujours cette notion de les voir depuis l'enfance, ça me paraissait presque normal. De sentir, quand je rentrais dans une pièce, de sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait ou qui n'allait pas, ça c'était un peu la combinaison, on va dire ça comme ça. Après, de passer... au-dessus, c'est-à-dire de déterminer une convention. Pardon, j'ai presque été lâche. Parce que, en fait, je me suis dit, si je m'énerve contre ce truc que je ne vois pas, peut-être qu'il va revenir et du coup, il va peut-être me pourrir la vie. Et là, je me suis dit, non, il faut être plus malin que ça. Et du coup, il faut que je trouve un équilibre par rapport à ça. J'ai compris que je me suis dit, ou j'ai compris ou pas, mais je me suis dit que si j'étais dans le respect, les choses allaient mieux se passer. Et... la vie étant bien faite, à ce moment-là où tu vis cette scène quand même étonnante qui te ravive ces souvenirs d'enfance, quelques temps plus tard, tu rencontres Hélène. Alors, je vais encore dire, mais c'était une de mes demandes parce que j'ai demandé là-haut, encore une fois, à ce qu'il m'envoie quelqu'un qui fonctionne comme moi et avec qui j'allais vivre en amour et en harmonie. Et quelques temps après, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Hervé, j'ai rencontré la personne qu'il te faut. » Et elle me dit, il faut que prends rendez-vous avec elle parce que c'est exactement tout ce que tu as demandé. J'ai tout retrouvé chez cette personne-là. Et du coup, c'est elle qui t'a permis aussi de grandir. Si elle était déjà sur ce chemin-là, tu l'as fait en vitesse accélérée grâce à Hélène. C'est exactement ça. Ça a été vraiment ma porte ouverte sur tout ce milieu-là, sur tout ce milieu énergétique, spirituel, qui est pas toujours, c'est pas la même chose, l'énergétique et le spirituel. Elle était plus dans le spirituel et moi j'étais plus dans l'énergétique. Mais effectivement, c'est elle qui m'a ouvert les portes d'aller compléter tout ce que je connaissais, parce que je ne connaissais finalement que peu de choses dans l'invisible. Je connaissais qu'une âme qui vient et qui est là et qui, ok, je veux faire partir, mais c'est très peu. Hélène, elle m'a ouvert les portes de, ok, il y a autre chose derrière. Et moi, je savais pas tout ça. C'est là que j'ai suivi des formations pour développer qu'est-ce que l'on peut trouver dans une maison, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va être gênant. Enfin là, j'ai vraiment ouvert les portes de la géobiologie. Donc du coup, pour toi, une fois que tu as suivi ces formations et tout ça, ça a été très naturel de t'installer comme géobiologue, il n'y avait pas trop de questions? Là encore, je dois remercier Hélène. Parce qu'elle était déjà installée, alors du coup elle me disait c'est possible de faire ça, c'est possible d'en faire un métier. Quelque chose qui est très important, c'est les expériences que j'ai pu vivre sur les premiers essais en géobiologie. En fait, les choses que je pouvais trouver, ce qui est intéressant, c'est quand les gens vous disent effectivement là il y a telle chose en fait ici. Je l'ai pas mis, mais ou il y a plus, mais il s'est passé des choses là. Et en fait, quand vous mettez je vois, je ressens avec les mains, je ressens avec le corps, donc avec l'émotion qui va avec. Et en plus, les gens me confirment ce que je suis en train de leur dire. Je dirais que là, c'était les Champs-Élysées, quoi. Porte ouverte pour la suite. Tu avais trouvé ton chemin, donc évidemment, le tapis rouge se déroule. Moi, j'ai une question hyper naïve, mais c'est quoi la géobiologie? Très bonne question. Ouf, merci. Alors, plus simple, c'est le sourcier. On m'appelle, voilà, je veux faire un forage, je veux trouver une source sur mon terrain, etc., etc. Ça, c'est le sourcier. Il suffit de prendre des baguettes, il suffit de prendre un pendule et de chercher, etc. L'extrême opposé, c'est une activité qui se passe dans les maisons hantées et c'est d'aller, là aussi, nettoyer, on va dire ça comme ça, enlever ce qui ne va pas, que la maison puisse être habitable. Au milieu, on a des maisons qui se vendent pas, des maisons qui prennent l'eau, des maisons qui ont des problèmes d'électricité, des gens qui ne se sentent pas bien dans certaines pièces, des problèmes sur des chantiers, et puis des gens qui veulent beaucoup plus simplement se sentir bien dans leur maison, et donc tu es appelé pour tout ça.
En fait, tu es en train de nous expliquer que nos maisons, elles ont un vécu avec leurs anciens habitants et que quand bien même physiquement les habitants ne sont plus présents, ils vont nous laisser des traces. Est-ce que quand tu parles de maisons hantées, c'est parce que les anciens habitants sont encore là à leur manière? Comment ça se passe? On est tous de l'énergie, d'accord? On est une émanation d'énergie. Vous rayonnez quelque chose, moi je rayonne quelque chose, tout rayonne. Mais même les meubles, ils rayonnent aussi. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans une maison, je fais le tour de la maison. Une maison plutôt pas mal. Alors quand je dis je fais le tour, c'est-à-dire que je fais pièce par pièce et je balade ma main pour sentir si des objets, on va dire, coincent, sur lesquels ma main s'arrête. Et je m'arrêtais sur certains meubles. Et à chaque fois, la dame, elle me disait... Ah oui, mais ça, c'est de ma vie passée, c'est quand j'ai divorcé. Et alors, effectivement, les objets prennent aussi une vibration, ils rayonnent et on leur renvoie une vibration. Si j'envoie des vibrations positives dans une maison, la maison, elle sera saine. Si j'envoie des vibrations négatives, la maison, elle sera négative. Tu fais vraiment équipe avec les clients, en fait, du coup, parce que toi, tu as ton ressenti et ce que tu vois de l'invisible. Et puis, il y a des personnes en face qui te racontent l'histoire. Dans mes formations, c'est ce que j'explique aux gens. Je leur dis, mais n'ayez pas peur de dire les choses, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Et souvent, les gens qui vont vous donner la réponse. C'est important au début, c'est cette confiance en soi. Au début, on demande à des amis pour... je vais chez une amie et je me mets au milieu de la maison. Je dis, tiens, tu veux que je regarde s'il y a de l'eau sous la maison? Elle me dit oui. Et là, j'ai la sensation d'avoir les pieds dans l'eau. Alors, je cherche la fin, le bord en fait du ruisseau. Et ma main, elle va comme ça, et elle part, et j'arrive à l'extrémité, au mur. Et je dis, c'est bizarre, c'est comme si ce ruisseau, il n'a pas de fin. Ou alors, il est énorme sous la maison. Et elle me dit, ah oui, mais c'est normal. Quand j'ai fait les travaux pour la maison, il a fallu mettre la maison sur pilotis, parce que ici, c'était le dernier terrain à vendre, parce que tous les écoulements des eaux pluviales des autres maisons venaient sur ce terrain-là. C'est important ce que tu dis là dans ton métier de thérapeute et pour les autres thérapeutes que tu formes, d'avoir confiance en son ressenti, même si ça paraît complètement aberrant. Là, en l'occurrence, il n'y avait aucune raison pour que tu ressentes de l'eau comme ça partout. Et en fait, tu t'es fait confiance et tu as eu la réponse. Oui, c'est ça, exactement. J'ai une anecdote aussi qui est vraiment sympa. C'est... Je fais toujours une première partie du travail à distance. Je fais ça chez moi. On dit que sur chacune des maisons, il y a ce qu'on appelle un gardien du lieu. Et là, je demande quel est le gardien du lieu dans la maison que je vais aller voir. Et ça me dit que c'est un Bouddha. Et quand je demande, je recherche un petit peu, on me dit Bouddha de la compassion. C'est quand même précis. Et on me dit là-haut, mais ça va poser problème. Je prends l'information telle qu'elle vient et j'en fais rien de plus. Donc je vais chez les gens et je commence à exposer mon rapport. Et je lui dis, je dis au couple, le gardien du lieu, c'est un Bouddha. Et c'est le Bouddha de la compassion. Et la dame me dit, mais écoutez, ici, dans notre région, je comprends pas, c'est n'importe quoi. Je continue, je m'inquiète pas. Et du coup, je dis, ouais, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai trouvé. Et puis, je fais le tour donc avec le couple dans la maison. Donc, on fait le tour de chaque pièce. On regarde s'il y a des objets qui coincent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, j'arrive dans leur chambre et je passe ma main. Et ma main s'arrête et ça me dit, mais regarde là-haut. J'ouvre les yeux, parce que je fais ça les yeux fermés en général. Et juste devant moi, j'avais une armoire. Et au-dessus de l'armoire, il y avait un Bouddha. Et je dis à la dame, mais vous avez un Bouddha quand même dans votre maison? Et la dame, elle me dit comme ça. Oui, c'est une copine qui fait de la sculpture et elle m'a fait le Bouddha de la compassion. Et je dis, mais comment vous pouvez me dire ça? Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était juste pas possible. Enfin, un Bouddha, vous voyez pas, vous compreniez pas. Et là, maintenant, vous me dites que votre copine, elle vous a fait le Bouddha de la compassion en sculpture, quoi. Et elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, mais j'avais oublié. Donc, il fallait que je fasse confiance à ce que j'avais trouvé. Et il fallait que je me fasse confiance, et il fallait que je leur fasse confiance là-haut. Et ça, ce sont des expériences de folie, quoi. C'est génial parce que du coup, rien n'est répétitif dans ce que tu fais. À chaque fois, tu découvres un nouvel endroit, des nouvelles énergies, peut-être des nouvelles entités. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que tu dis que tu travailles à distance, alors qu'on parle de lieu. Enfin là, on est vraiment dans le physique. Donc comment t'expliques et comment tu fais? On peut faire à distance. En tout cas, moi, dans ma convention, je peux faire à distance. En fait, les conventions qu'on se pose sont nos propres limites. L'importance de mettre toute cette confiance dans ça. Comment on fait? Très simplement, moi je demande certaines informations, ça c'est l'adresse, la photo du lieu, mais je demande juste une photo, pas plus. Je prends juste la photo de la façade et déjà c'est très très parlant. Et ça me sert, en fait, cette photo elle me sert à me connecter au lieu. Je me connecte à cette maison et je dis qu'est-ce que cette maison a à me raconter. Alors mon intermède, toujours ok là-haut, ok. Et je demande toujours au gardien du lieu. Donc je fais toujours cette collaboration entre les deux. Et comme ça, on peut très bien travailler à distance et intervenir et neutraliser, donc ce qu'on appelle neutraliser les énergies négatives et assainir le lieu du coup. On harmonise la maison. L'idée, c'est de passer l'énergie, en fait, c'est que l'énergie, elle circule.
Si on trouve quelque chose qui bloque, une âme, alors je donne toujours l'exemple de l'âme parce que les gens y voient à peu près ce que c'est, ou autre chose, un autre point d'énergie, tout ça, ça bloque les énergies. Donc les gens ne peuvent pas circuler et leur énergie ne peut pas circuler. Leur propre énergie à eux ne peut pas circuler librement. Et donc du coup, de neutraliser ça, ça va permettre à l'énergie de circuler et aux gens de retrouver leur place. Et je vais faire un lien avec les âmes dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, j'ai une dame qui me dit « Je suis bien chez moi, à peu près, ça va, sauf à cette place-là sur mon canapé. » Et je dis « Oui, mais c'est normal, c'est parce que là, il y a déjà quelqu'un d'assis. » Alors, effectivement, au début, ça choque un peu, mais... Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez commun. Les âmes dans les maisons, moi, j'en trouve quasiment... Pas tout le temps, mais bien 80% du temps. Et moi, par exemple, les âmes, je les vois. Je suis intervenu à La Baule dans un appartement, dans une famille où la jeune fille était vraiment connectée à tout ça. Pourquoi les enfants réceptionnent comme moi j'ai réceptionné quand j'étais enfant ? Parce que ils n'ont pas de frein. Eux, ils prennent l'information comme elle arrive. Ils ressentent quelque chose. Et la dame me dit est-ce que vous pouvez aller voir dans la chambre de ma fille ? Parce que quand elle monte jouer dans sa chambre, elle dit « Je vais jouer avec mes petits amis là-haut ». Et quand j'étais à la porte, j'entendais rigoler de l'autre côté de la porte. Sa fille, elle n'était pas là, elle était à l'école. Et donc on ouvre la porte. Et là, j'entendais rigoler. Des rires d'enfants, des rires d'enfants, des rires d'enfants. Et je dis « Ok, mais vous êtes où ?» Là-haut, ils me montrent. Et là, je vois, ils sont sous le lit. Dessous le lit, je voyais des mains et des bras qui faisaient « Coucou, coucou ». Mais je voyais qu'eux, ils se cachaient, mais ils faisaient « Coucou » comme si on jouait à cache-cache. Et donc, je leur dis, OK, maintenant, vous sortez de dessous le lit, vous essayez, et je vais vous compter. Ça va bien se passer. Comment je vis les choses, c'est véritablement comme ça. Je les vois, je leur parle. Mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir. Pourquoi, du coup, ça ne me dérange pas d'aller dans les maisons qui sont hantées ? Parce que certaines âmes sont là parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes, donc elles ne sont pas parties. D'autres parce qu'elles ne veulent pas partir, parce qu'elles sont rattachées à quelque chose, donc elles ne veulent pas quitter la Terre. Moi, je vois une âme, je lui parle pour savoir quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est là. Et après, je lui parle pour adoucir sa vibration, en fait, tout simplement. Donc, ce que moi, je fais, c'est que j'ai parlé avec cette âme jusqu'à la reconnecter à sa, on va dire, lumière intérieure. Ok, tu es là, tu existes, tu es dans l'énergétique, mais tu es quand même là. Et je peux pas m'empêcher de te demander à quoi ressemble une maison hantée, en dehors de l'imagerie qu'on en a, notamment avec le cinéma, comme tu évoquais tout à l'heure. C'est quoi et comment toi tu travailles ? Parce que là, on a l'impression que c'est du gros boulot pour toi, quoi. Une maison hantée, ça peut avoir plein de formes différentes. On va dire au plus simple d'une maison hantée, il y a une âme dans la maison, elle veut savoir, elle veut se faire entendre, elle veut se faire reconnaître. Je suis là, voyez-moi, occupez-vous de moi. Un peu différent, mais vous allez voir, c'est quand même un peu le même système. J'ai eu un petit enfant, il était bébé, il dormait donc dans notre chambre. Et depuis 2 jours, j'avais une âme qui venait. Et je lui dis, ok, écoute, demain, je te fais partir. Et le soir, en fait, dans la nuit, j'entendais mon petit garçon qui prononçait pas trop de mots, enfin, il parlait la nuit, quoi, comme un petit bébé qui parle la nuit. Et d'un seul coup, j'ai entendu cette intonation, sauf que c'était plus une voix de... C'était une voix de... Et là, je me suis dit, grave problème. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la quête possession, c'est-à-dire que l'âme était rentrée dans le corps de mon fils pour pouvoir me parler. Donc, c'est plus une possession qu'une maison hantée, mais voilà, ça arrivait aussi. Et sinon, une maison hantée, donc c'est un monsieur qui invite une amie chez lui, elle se gare devant sa maison, elle était sur le palier parce qu'elle avait sonné à la porte, il ouvre la porte et là, elle se fait projeter en arrière. Et au moment où elle se fait projeter en arrière, la musique dans sa voiture se met à fonctionner à fond. Et ce monsieur-là est un petit peu dans l'énergétique quand même, un petit peu connecté à tout ça. Donc il dit, très bien, je vais faire du tambour, un peu de tambour chamanique. Donc il me dit, je m'assois au rez-de-chaussée, prends mon tambour, je tape 1 fois, 2 fois. Et là, il me dit, j'entends à l'étage, alors qu'il vit tout seul dans sa maison, quelqu'un qui sautait à pieds joints dans sa mezzanine. Ce monsieur-là, il a rencontré d'autres petites anecdotes, c'est-à-dire que il y a son système d'alarme incendie qu'on a tous dans les maisons qui se met en route. Bon, c'est pas grave. Il monte sur le tabouret, il démonte l'appareil. Et dans son appareil, il n'y avait pas de pile. Donc il démonte ça, celui-ci s'arrête. Et pendant ce temps-là, celui de l'étage se met en route. Et ça, c'est une maison où tous les artisans qui ont travaillé dans cette maison ont eu des soucis de santé. Quand je disais, tout au début, quand j'ai commencé, je disais, l'âme que je sentais dans ma maison, je l'ai jouée stratégique parce que je voulais pas me la mettre à dos. Du coup, on est quand même là-dessus. L'idée, c'est quoi ? Plus je vais mettre de douceur, et mieux ça va se passer.
La nuit, je me rends sur les lieux. Mon corps, il est là, hein, dans le lit, il bouge pas. Mais par contre, je peux vous dire le lendemain matin que je suis allé dans la maison, je suis allé régler ce qu'il y avait à régler. J'enlève les âmes, je traite avec elles, je discute avec elles, je négocie avec elles. Et du coup, là, elles partent. Pour cette maison dont je vous ai parlé à l'instant, ça m'a pris 4 nuits. Jusqu'à la nuit où j'ai, on va dire, étreint, pris dans mes bras cette maison. Et il y a un truc qui s'est décollé de cette maison et qui est parti en courant. En fait, qu'importe, si on ne peut pas expliquer, ce qui compte, c'est le résultat. Oui. Et en l'occurrence, ça marche, même dans des cas un peu extrêmes comme cette maison, par exemple, dont tu nous as parlé, quoi. Ce qui est très important aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, j'en ai fait une petite parenthèse, mais tout ce que l'on y met dans cette maison, si on y met de la douceur, si on y met de l'amour, si on y met de l'attention, si on y met des murs clairs plutôt que des murs noirs, plus ça va aller. Et plus, quand j'interviens sur une géobiologie, cette neutralisation des énergies négatives va durer longtemps. C'est une autre maison hantée, mais bon, ça, c'est pour l'exemple. Fais mon petit tour dans la maison, j'arrive près de la télé et je lui dis, mais et ça me dit, là-haut, hein, ça me dit les films. Et je lui dis à la personne, mais vous regardez pas des films d'horreur. Elle me dit, ah si, avec mon copain, on adore ça. Ah ben, je dis bravo. Enfin, je dis, du coup, vous les avez fait venir, quoi. Comme chez les gens, c'est de l'ordre du possible. Dans l'énergétique, on dit, la pensée crée. Donc, si je pense que je peux faire venir des choses négatives, je fais venir des choses négatives. C'est là qu'il faut pas jouer, quoi. Bon, je vois que tu empiètes déjà sur l'épisode bis où tu vas nous donner tu vas nous donner la semaine prochaine des conseils pour justement garder la maison saine. Donc merci de nous ouvrir les portes de la géobiologie avec un discours comme ça simple et accessible et plein d'exemples, donc on comprend de quoi il s'agit. Ouais. Moi j'aime bien conclure mes entretiens avec quelques questions rituelles. Donc Hervé, est-ce que tu écoutes souvent ta petite voix ? Oui, le plus possible. Oui, là on est en plein dedans, effectivement. Et des fois je sais pas pourquoi, hein. Mais même quand ça me dit « prends cette route-là », non, je prends de l'autre parce qu'il n'y a pas de circulation. Et là ça me dit « non, passe par là-bas ». Je dis « bon ben, ok là-haut ». Donc oui, je peux dire que j'écoute ma petite voix à peu près tous les jours. C'est ça, on peut dire ça. Et est-ce que tu as un livre qui t'a aidé dans ton cheminement personnel ? J'ai pas vraiment de livre. Je me souviens juste d'avoir acheté, quand j'avais peut-être 14-15 ans, qui s'appelle l'analyse transactionnelle dans la vie quotidienne. Tu as acheté ça quand tu étais enfant ? Oui. L'analyse transactionnelle, c'est la relation entre les gens, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. On est vraiment sur la position que l'on peut avoir dans la vie, etc. Alors, je ne sais pas si ça m'a servi pour la géobiologie en soi, mais pour mon évolution, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut coller ça à tous les événements et à tout ce qu'on vit. Et comment on va adapter notre discours pour être compris ? Il a laissé quelques graines germer plus tard. Est-ce que tu as un rituel bien-être que tu peux partager avec nous ? Ça va être quelque chose d'un peu bizarre parce que je disais tout à l'heure que quand on écoute les messages de là-haut, ils nous disent toujours priez, priez, priez. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Glorious et ils chantent un autre père qui est génial, qui a une énergie de fou. Et quand j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer, je chante cette prière. Et là, vous sentez l'énergie qui nettoie. Et là, il faut laisser partir. C'est super bon, quoi. Donc, j'ai pas de rituel en soi, mais cette chanson-là, elle m'aide quand même à me nettoyer, à partir à neuf, en fait, tout simplement. Bon, et ma dernière question, Hervé, est-ce que tu es heureux ? Je garde la plus dure pour la fin. Pour la fin, vaste question. Oui, je suis heureux. C'est marrant parce que ça a été le thème de ma dernière... je fais des salons. Enfin, le thème de mon dernier salon était « J'ai décidé d'être heureux dans ma vie ». Alors, est-ce que tu as décidé ? Donc... oui, alors effectivement, l'idée c'est d'y mettre tout en fait pour que ça fonctionne, tout ce qu'il faut, toute l'énergie, tout le côté positif. Donc oui, je suis heureux dans ma vie parce que je suis pas dans la lutte, comme je disais tout à l'heure. Je suis dans quelque chose qui me plaît, dans une énergie qui me plaît. Du coup, c'est doux. Tout ça, ça aide. Ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que plus on va être dans la douceur avec soi, plus on va être dans l'amour avec soi, plus on va être dans la bienveillance avec soi, plus on va pouvoir le donner aux autres. Ça, c'est une véritable richesse parce que c'est intérieur et parce que, comme on disait tout à l'heure, on rayonne. Eh bien, faites le test d'aller dans la rue en colère. Vous allez tomber que sur des gens qui vont être en colère ou qui vont faire la tête. Et allez-y quand vous êtes super bonne humeur et que vous avez le sourire, que vous avez envie de chanter et vous avez l'impression que tout le monde va être de bonne humeur. Ben, c'est exactement ça.
Et du coup, je suis plutôt quelqu'un qui est contemplatif, qui n'a pas envie de combat. Et je m'aperçois que plus on fait les choses dans cette tendresse et dans cet amour, comme je disais tout à l'heure, plus vous avez le retour de ça. Et l'énergie de là-haut, c'est ça qu'il nous envoie. C'est quand même une info qui est importante, parce que si on vibre du bonheur, on reçoit du bonheur. Et si tout le monde sème quelques graines de bonheur le lundi, eh bien, peut-être que le lundi après-midi ou le mardi après-midi, ça pourra en donner à d'autres personnes, quoi. Écoute, moi j'ai envie de finir en disant ok là-haut, merci, c'était chouette, on a passé un chouette moment. Exactement, ok là-haut et merci. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.